Le jour où mon père a eu 70 ans, mon frère s'est levé devant toute la famille et a annoncé qu'il allait vendre la maison où nous avions grandi. Il a également dit qu'il enverrait mon père dans une maison de retraite et que je devais faire mes valises cette même semaine. Ton temps libre est terminé, Lucia, a-t-il dit avec un sourire que j'ai encore du mal à oublier. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà des preuves, des courriels, des vidéos, des rapports médicaux et des documents juridiques, la preuve que son plan n'avait pas commencé ce jour-là, mais 3 ans plus tôt, quand il a décidé de regarder mon père, non pas comme son père, mais comme un moyen de prendre la maison et l'argent. Je m'appelle Lucia Ortega et j'ai 32 ans. Pendant des années, j'ai travaillé comme graphiste à Guadalajara. J'avais un bon emploi et une vie bien établie. Mais il y a 5 ans, j'ai tout quitté et je suis retournée à Mexico pour prendre soin de mes parents, car ma mère avait un cancer du poumon. Le nom de mon père est Esteban Ortega. Elle vivait et vit toujours dans une vieille maison de 5 chambres à San Angel, avec de hauts plafonds, des parquets en bois et un jardin où je ressens encore la présence de ma mère l'après-midi. Elle a hérité de cette maison de mes grands-parents, mais des années auparavant, ils l'avaient mise à leur deux noms. Quand elle est décédée, son testament a laissé mon père comme propriétaire et administrateur. Pour moi, ce n'était jamais juste une propriété chère. C'était l'endroit où j'ai appris à faire du vélo et où chaque Noël nous mettions la même crèche dans le hall d'entrée. J'ai 2 frères aînés. Fabian a 40 ans et travaille comme analyste financier dans une société d'investissement à Santa Fe. Laetitia a 38 ans et est pharmacienne à Querétaro. Ils aimaient tous les deux ma mère, je ne le nierai pas. Mais quand la maladie est devenue oxygène et nuit blanche, c'est moi qui suis revenue. Fabian avait toujours des réunions. Laetitia avait toujours des quarts, des inventaires, des tâches en attente. Personne n'a dit « je ne veux pas m'en occuper ». Il disait des choses plus acceptables, « cette semaine est définitivement impossible. Dès que mon emploi du temps sera libre, j'irai. » Tu ne sais pas comment ça se passe au travail. Je savais. Je travaillais aussi. J'avais aussi une vie, mais ma mère s'éteignait et mon père s'asseyait parfois simplement dans la cuisine avec une tasse de café froid dans les mains, regardant le mur. Ma mère est décédée moins d'1 an après mon retour. Je suis restée parce que mon père avait besoin de moi. Il ne l'a pas demandé, mais c'était perceptible, il continuait d'oublier de manger. Elle laissait les pilules sur le bureau. Je passais des heures avec la télévision allumée sans la regarder. Je faisais les courses, les rendez-vous médicaux, la nourriture, les paiements, et j'étais là quand la tristesse devenait trop lourde pour elle. Ce n'était pas facile, mais c'était mon père. Mes frères ne le voyaient pas de cette façon. Chaque fois que Fabian venait à la maison, ce qui n'était pas souvent, il trouvait un moyen de me faire sentir comme une intruse. Comme c'est confortable, n'est-ce pas, disait-il, appuyé contre le comptoir de la cuisine. Pendant que nous travaillons, tu vis ici aux frais de papa. Laetitia n'était pas aussi cruelle, mais elle répétait la même chose avec des mots plus doux. Lucia, je dis juste que tu devrais penser à ton avenir. Tu ne peux pas rester ici pour toujours à vivre des ressources de papa. La vérité, c'est que je ne vivais pas de l'argent de mon père. J'avais des économies, quelques investissements et des travaux de design basés sur des projets. Je ne roulais pas sur l'or, mais je couvrais mes propres dépenses. Parfois, je payais même des choses dans la maison sans rien dire. Fabian n'a jamais voulu entendre ça. Ça ne compte pas, disait-il. Tout ici vient de papa. L'électricité, l'eau, la nourriture, l'entretien. Le plus injuste, c'est qu'il critiquait chaque décision concernant ses soins, mais il n'offrait jamais de solution réelle. Il donnait simplement leur avis de loin. Le seul qui m'ait toujours défendu était mon oncle Ephraim, le frère cadet de mon père. Il vivait à Puebla. S'il partait tôt et ne rencontrait pas d'accident en entrant dans la ville, il pouvait arriver à San Angel en environ 3 heures. Parfois, il arrivait avant midi avec du pain sucré ou simplement désireux de s'asseoir avec mon père dans le jardin. Ta mère serait fière de toi, m'a-t-il dit une fois. Tout le monde ne reste pas quand les choses se compliquent. 2 ans après la mort de ma mère, mon père a rencontré Gracila dans une clinique de rééducation où il suivait une thérapie pour un problème de hanche. Elle avait 45 ans.
Elle était physiothérapeute, attrayante, amicale et une de ces personnes qui savent entrer dans une pièce comme si elle connaissait déjà tout le monde. Au début, j'étais contente. Mon père avait été triste trop longtemps. Gracila le faisait rire. Je l'écoutais parler de ma mère sans être jalouse et elle lui rappelait ses exercices. Quand il a commencé à rentrer à la maison, mon père se peignait mieux et retournait au jardin. Ils se sont mariés en moins de 6 mois. Je sais ce que ça donne. Rapide, impulsif. Mais mon père semblait heureux pour la première fois depuis longtemps, et je ne voulais pas éteindre cette joie. Pendant les premiers mois, tout semblait bien. Mon père souriait plus. Puis Gracila a commencé à changer. Au début, il y a eu de petits commentaires. Un après-midi, alors que nous prenions un café, elle a dit « Cette maison doit valoir beaucoup. Sans Angèle est incroyablement chère. » Encore une fois, en examinant des reçus d'entretien, elle a commenté « Avec ce que coûte l'entretien d'une propriété comme celle-ci, n'importe qui penserait à vendre et à vivre plus paisiblement. » Je n'ai pas répondu. J'ai trouvé les phrases maladroites, mais pas graves. Puis ça a commencé avec moi. J'attendais presque toujours que mon père monte se reposer. « Lucia, tu ne penses pas qu'il est temps de trouver ton propre espace ? Je suis là pour m'occuper de mon père. Ton père m'a maintenant. Il n'a pas besoin que tu sois toujours sur son dos. Il est mon père. » Elle souriait, mais ses yeux ne suivaient pas son sourire. Une femme de ton âge ne devrait pas vivre chez son père. La première fois, ça m'a fait mal, la 10e fois, ça m'a mise en colère. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas une coïncidence. Gracila voulait que je parte. Mon oncle Ephraim l'a remarqué aussi. Chaque fois qu'il arrivait, Gracila trouvait quelque chose d'urgent à faire, le supermarché, la pharmacie, un appel de la clinique. En moins d'1 heure, elle disparaissait. Un dimanche, après l'avoir vue partir trop vite, mon oncle a fixé la porte. « Cette femme me donne un mauvais pressentiment », a-t-il dit doucement. Je ne veux pas penser au pire, parce que je le fais, et j'espère me tromper. Je voulais croire qu'il se trompait, mais les signes s'accumulaient. Un mois avant le 70e anniversaire de mon père, Fabian a commencé à visiter la maison plus souvent, non pas pour passer du temps avec lui. Il venait de Santa Fe, parfois après plus d'1 heure de circulation, et s'enfermait presque toujours dans le bureau avec Gracila. Il y avait des papiers sur le bureau, des dossiers, son ordinateur portable ouvert. Quand j'entrais, il fermait tous les 2 des fichiers, tournait des pages ou baissait la voix. « Tout va bien ?» ai-je demandé un après-midi. Fabian ne m'a même pas regardé. « Affaire d'adulte, Lucia. » J'ai figé. J'avais 32 ans et je m'occupais de nos parents depuis 5 ans, mais pour lui, j'étais toujours la petite sœur qui ne comprenait rien. J'ai commencé à observer. Un après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il pensait que j'étais encore à l'étage. Il avait les flacons de médicaments de mon père ouverts sur la table. Il a sorti plusieurs pilules, les a enveloppées dans une serviette et en a mis quelques autres dans le même récipient. Puis il a tout fermé calmement. Je n'ai rien dit. Je suis restée immobile, mon cœur battant dans ma poitrine. Les jours suivants, surtout après les repas et la nuit, mon père a changé. Il est devenu somnole. Il confondait les jours, laissait des phrases inachevées. Gracila a commencé à utiliser cela comme argument. « Ton père va de plus en plus mal », m'a-t-elle dit un soir. Il pourrait bientôt avoir besoin de soins professionnels. Mon père allait mieux. C'est ce que tu veux croire. Mais tu ne peux pas nier l'évidence. Je savais ce que je faisais, j'avais juste besoin de preuves. Quand Gracila est partie, je suis allée à l'armoire à pharmacie. J'ai sorti certaines des pilules qu'elle avait mises dans les flacons et je les ai mises dans un petit sac. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je savais que ce n'étaient pas les mêmes que dans la recette. L'anniversaire de mon père approchait. Je le planifiais depuis des semaines. Nourriture, gâteau aux 3 laits, et un album avec des photos de sa vie. Je voulais que ce soit spécial, mais quelque chose me disait que Gracila avait d'autres plans. Un après-midi, elle est allée au supermarché et a laissé son ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Je l'utilisais pour les courses, les paiements et les comptes ménagers partagés.
J'avais besoin de vérifier une dépense au supermarché car le budget ne correspondait pas. J'ai cherché une justification pour m'asseoir devant l'ordinateur. Le service de messagerie était toujours ouvert. Je sais que je n'aurais pas dû regarder. Je sais, mais je sais aussi que si je ne l'avais pas fait, mon père aurait perdu bien plus qu'une maison. La première chose que j'ai vue était une conversation entre Gracila et Fabian. Au début, j'ai cru que c'était des paiements ou des documents. Puis j'ai lu une ligne datée de 3 ans. Avant qu'elle ne rencontre mon père, j'avais déjà trouvé le candidat parfait, un veuf avec une maison très précieuse. Tu sais quoi faire. Gracila a répondu, comment l'aborder? Fabian a répondu, il est sur le point de commencer une thérapie pour sa hanche. Je vais suggérer la clinique où tu travailles. Tu t'occupes du reste. J'ai continué à descendre. Mes mains tremblaient. Quand tu l'épouseras, nous réglerons la propriété. Fais-leur signer une procuration, quelque chose sur la copropriété, ou tout ce qui est possible. Ensuite, nous vendrons et partagerons l'argent. Gracila demandait, et la fille qui vit là? Fabian a répondu, nous l'avons fait partir. Elle est faible. Nous allons faire pression sur elle jusqu'à ce qu'elle parte. Il y avait des dizaines de courriels. Comment Gracila devait gagner la confiance de mon père? Comment Fabian pourrait visiter plus souvent pour apparaître comme un fils concerné? Comment il ferait en sorte que mon père paraisse incapable? Et puis j'ai trouvé le pire, tu me manques, mon amour. Je veux juste que ça finisse pour que nous puissions être bientôt ensemble. Dès que nous aurons l'argent de la maison, nous partirons. Ta femme ne le saura jamais. Fabian et Gracila étaient amants. Ils l'étaient depuis des années. Gracila n'était pas apparue par hasard. Fabian l'avait mise là. J'ai pris des captures d'écran, les ai envoyées à mon email et j'ai imprimé quelques pages. Je ne savais pas si elles seraient valables légalement, mais elles confirmaient le plan. Puis j'ai entendu la porte du garage, j'ai rapidement tout fermé, laissé l'ordinateur portable tel quel et suis monté dans ma chambre avec les copies cachées sous ma blouse. Mes mains étaient froides et ma gorge était nouée. Je devais le dire à mon père. J'ai attendu que Gracila soit occupée dans la cuisine. Mon père était dans le salon, dans son fauteuil préféré. C'était l'après-midi et il avait encore un de ces moments de clarté qui étaient devenus rares. Papa, je dois te montrer quelque chose. Il me regarda avec lassitude. Qu'y a-t-il, ma fille? Je lui ai montré les emails imprimés. Il a lu lentement. Au début, il a froncé les sourcils comme s'il ne comprenait pas. Puis son visage a changé. Non, mon Dieu. Ce n'est pas possible. Papa, regarde les dates. Gracila même. Fabian la connaissait avant. Il a arrangé votre rencontre à la clinique. Il secoua la tête. Non, Fabian est mon fils. Je sais. Il ne ferait pas une chose pareille. Sa voix se brisa. Il ne défendait pas Fabian parce qu'il en était sûr. Il le défendait parce qu'accepter la vérité était trop cruel. Papa, il te donne des médicaments qui ne sont pas les tiens. Tu es confuse, Lucia. Non, je le jure. Peut-être as-tu mal compris. Il ne pouvait pas le croire. Non, cet après-midi-là, cette nuit-là, j'ai appelé mon oncle Ephraim. Tonton, j'ai besoin que tu viennes. C'est urgent. Le lendemain, il est parti de Publa très tôt et est arrivé avant midi. Je lui ai tout montré. Les emails, les pilules, mes notes sur les symptômes de mon père et les dates des visites de Fabian à la maison. Mon oncle est devenu pâle. Ton frère a dépassé toutes les limites. Je ne sais pas quoi faire. Papa ne me croit pas. Nous allons demander de l'aide juridique. Mon oncle connaissait un avocat nommé Hector Zamora, spécialisé dans la protection des personnes âgées et les cas d'abus financiers. 2 jours plus tard, je l'ai rencontré dans son bureau. J'ai apporté un dossier avec tout. Maître Zamora avait environ 50 ans, des cheveux clairsemés et un air grave. Elle n'a pas été scandalisée. Cela m'a encore plus effrayée. Cela contient des éléments de maltraitance et d'abus financiers contre une personne âgée, m'a-t-il dit, mais nous devons procéder avec prudence. Son frère est habile avec les formalités administratives.
Que devons-nous faire en premier? Une évaluation indépendante. Si nous pouvons prouver que votre père est lucide quand il refuse de le rendre, tout document signé dans ces conditions peut être contesté. Elle m'a donné le nom d'une gériatre, le docteur Patricia Padilla. Et surtout, a-t-il ajouté, nous n'allons pas nous appuyer uniquement sur des captures d'écran d'un courriel ouvert. Elle nous aide à comprendre le plan, mais nous avons besoin de preuves médicales, de dossiers financiers et de documents obtenus avec soin. Et la maison doit être protégée. Une procuration spéciale, des instructions médicales et des documents qui empêchent la propriété d'être déplacée sans examen. Aucune vente ou procédure sans contrôle clair. Il a également suggéré d'installer des caméras discrètes dans les parties communes, le salon, la cuisine et les couloirs, rien dans les chambres ou les salles de bain. Je suis sortie de ce bureau effrayée, mais avec un plan. Le docteur Padilla est allé à la maison un matin où Gracila était partie pour un prétendu rendez-vous à la clinique. Mon oncle Ephraim était présent, il a évalué mon père, examiné les prescriptions, les horaires et les médicaments. Sa conclusion était claire. La confusion n'était pas due à une détérioration naturelle avancée. Il y avait de fortes indications de sédation dues à des médicaments qui ne faisaient pas partie de son traitement. Quand j'ai montré le rapport à mon père, je n'ai pas mentionné les courriels. Je me suis concentrée sur sa santé. Papa, le médecin dit qu'il te donne quelque chose qui n'était pas prescrit, c'est pour ça que tu te sens confus. Il a fixé le papier un moment. Je me sens bizarre, a-t-il admis, comme si sa tête était embrouillée. Je veux te protéger, c'est tout. Mon oncle s'est assis à côté de lui. Esteban, signe les documents. Il ne t'enlève rien. Il te donne de la sécurité. Mon père a hésité. Il a finalement accepté. Nous avons rencontré en privé l'avocat Zamora et un notaire. Mon père, lucide et avec l'évaluation médicale intégrée, a signé une procuration spéciale pour que mon oncle et moi puissions le soutenir dans les décisions médicales et patrimoniales s'il n'était pas en état de le faire. Il a également mis par écrit son souhait de rester dans sa maison familiale et a stipulé que toute transaction concernant la propriété nécessitait l'examen de l'avocat et une autorisation expresse. Tout a été fait sans la présence de Gracila et sans pression. Puis j'ai installé les caméras, petites et discrètes, sur les plantes, les étagères et les coins des parties communes. Ça me faisait mal de le faire. Cette maison n'avait jamais eu besoin de surveillance, mais maintenant la menace était à l'intérieur. 3 jours plus tard, j'avais ce dont j'avais besoin. Les caméras ont enregistré Gracila en train de changer les pilules de mon père. Elles l'ont également enregistré quand il a essayé de se lever du canapé, étourdi et lent. Elle s'est approchée de lui, a dit quelque chose qu'on n'entendait pas clairement, et l'a repoussé avec force. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de l'impatience, c'était de la cruauté. Je voulais la confronter sur le champ. Mais maître Zamora m'a demandé de la patience. Laissez-les faire leurs mouvements, m'a-t-il dit. S'ils pensent qu'ils gagnent, ils révéleront plus. L'anniversaire était dans 3 jours. Le samedi, la maison était pleine dès le matin. Il y avait du rôti de porc, de la purée de pommes de terre, du riz, de la salade, des tortillas chaudes et un gâteau aux 3 laits. J'ai posé l'album photo sur une table. Ma mère apparaissait en riant sur la plage, étreignant mon père, nous portant enfants. Fabian est arrivé avec sa femme, Carolina. Laetitia est arrivée de Querétaro avec Andrés. Ils étaient partis tôt pour manger calmement et ne pas rentrer trop tard. David et Susanna, amis de longue date de mes parents, étaient également là. Mon oncle Ephraim est arrivé avec du pain de Publa et son regard qui semblait tout voir. Gracila est apparue avec Bruno, l'agent immobilier, que j'avais déjà vu traîner autour du bureau, a été présenté comme un ami, mais il n'a même pas essayé de cacher son intérêt pour la maison. Nous avons mangé, trinqué et ri un peu. Mon père semblait heureux, bien qu'il ait toujours ce regard trouble dans les yeux. Le mauvais médicament le maintenait léthargique. Après le gâteau, Fabian s'est levé et a tapoté son verre avec une cuillère. Tout le monde, s'il vous plaît, je veux dire quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Fabian a redressé sa veste. Gracila s'est assise très droite. Bruno a regardé autour de lui avec un sourire calculé. Comme vous le savez, a commencé Fabian,
la santé de mon père s'est détériorée. Il est confus. Il oublie des choses. Cette maison est trop grande pour lui et il n'est plus en sécurité ici. Mon père le regarda, ne comprenant pas tout à fait. J'ai parlé avec Gracila. Papa a déjà signé une procuration pour que je m'occupe de ses affaires. Je vais commencer la vente de la maison, et nous allons le déplacer dans une résidence privée où il recevra des soins professionnels. Susanna a posé une main sur sa poitrine. Les yeux de Laetitia se sont agrandis comme si elle n'avait rien entendu. Andrés a baissé le regard. Fabian s'est tourné vers moi. Et toi, Lucia, tu vas devoir faire tes valises. Fini de vivre gratuitement dans cette maison. Gracila a souri. Bruno a à peine hoché la tête. Mon oncle Ephraim s'est levé. N'osez pas parler comme ça, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas vendre la maison d'Esteban comme si c'était la vôtre. Fabian est resté impassible. J'ai l'autorité légale. Vous n'avez pas d'autorité, Fabian. Vous avez de l'ambition. C'est une affaire de famille proche. Je suis son frère. Alors, comportez-vous en invité et ne vous en mêlez pas. Gracila a commencé à pleurer, mais ses larmes étaient soigneusement mesurées. Je ne veux que le bien d'Esteban, a-t-elle dit. Personne ne sait à quel point il a été difficile de s'occuper de lui. J'ai regardé mon père. Il était assis, entouré de voix parlant de sa vie comme s'il n'était plus là. Je suis sortie de la pièce presque inaperçue et j'ai appelé l'avocat Zamora. Ils l'ont déjà fait, ai-je murmuré. Ils ont annoncé la vente et la résidence. Nous y allons maintenant. Ce n'était pas un hasard. Depuis la veille au soir, je lui avais demandé, ainsi qu'au docteur Padilla, d'être près de son Angèle. Je suis retournée dans le salon. Mon oncle affrontait toujours Fabian. Gracila pleurait plus fort. Carolina regardait son mari avec confusion. Laetitia ne savait pas quel parti prendre, puis la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Maître Hector Zamora était là. Costume sombre, mallette à la main. Le docteur Patricia Padilla était avec lui. Nous sommes entrés ensemble dans le salon. Tout le monde est devenu silencieux. Qui sont-ils ? A demandé Fabian. Je me suis tenue à côté de mon père. J'ai besoin que tout le monde écoute, ai-je dit. Ce que Fabian vient d'annoncer est basé sur des mensonges. Fabian a laissé échapper un rire sec. De quoi parles-tu ? J'ai pris une profonde inspiration. Gracila donne à mon père depuis des semaines des médicaments qui ne lui ont pas été prescrits. Des sédatifs. C'est pourquoi il est confus et désorienté. Il ne perd pas la tête comme vous essayez de le faire croire. Vous le provoquez. Gracila est devenue blanche. C'est absurde. Je ne ferai jamais une chose pareille. L'avocat Zamora s'est avancé. Je suis Hector Zamora, avocat de mademoiselle Lucia Ortega et conseiller juridique de monsieur Esteban Ortega. Nous avons des enregistrements des parties communes où madame Gracila peut être vue en train d'altérer des médicaments et de traiter monsieur Esteban violemment. Il y a aussi une évaluation gériatrique indépendante, des médicaments sécurisés et des transactions financières qui devront être examinées par les autorités. Fabian serra la mâchoire. C'est un piège. J'ai sorti mon téléphone. J'ai aussi des emails entre Fabian et Gracila. Des emails d'il y a 3 ans, avant qu'elle ne rencontre mon père. Dans ces messages, il parle de trouver un veuf avec une maison de valeur. Il parle de l'approcher à la clinique, d'obtenir des signatures, de vendre la maison et de partager l'argent. La voix de Laetitia est devenue blanche. Quoi ? J'ai regardé Carolina. Et il y a autre chose. Je suis tellement désolée, Carolina. Fabian et Gracila sont amants depuis des années. C'est aussi dans ses messages. Carolina pâlit. Que as-tu dit ? Fabian se dirigea vers moi. Tais-toi. Mon oncle Ephraim s'interposa. Pas un pas de plus. La pièce éclata en voix. Carolina criait après Fabian. Laetitia n'arrêtait pas de répéter que ce n'était pas possible. Susanna pleurait silencieusement. David fixait mon père avec horreur.
Bruno commença à se diriger vers la sortie, comme s'il venait de se souvenir d'un rendez-vous urgent. Carolina me demanda le téléphone, sa main tremblante. « Montre-moi. » Je le lui ai donné. Elle ne lut que quelques lignes. « Je n'ai pas besoin de plus. » Elle leva les yeux vers Fabien puis vers Gracila. « Chérie, tu lui envoyais des SMS, chérie, pendant que tu étais mariée à son père ?» Gracila se leva. « C'est tout un mensonge. Elle l'a inventé parce qu'elle ne veut pas quitter la maison. » Le docteur Padilla parla calmement. « Monsieur Esteban, je vous ai évalué il y a quelques jours. Vous étiez lucide lorsque le médicament non indiqué a été arrêté. Il est recommandé de le faire passer aujourd'hui un test toxicologique formel en laboratoire et d'obtenir un dossier médical de son état. » Mon père la regarda. Ses yeux semblaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis de nombreux jours. « Faites-le, dit-il. Je veux que ce soit fait. » Maître Zamora ouvrit son porte-documents. Monsieur Esteban a récemment signé, alors qu'il était évalué et lucide, des documents de représentation médicale et patrimoniale limités en faveur de son frère Efrain et de sa fille Lucia. De plus, il a laissé des instructions claires concernant son désir de rester dans sa maison. Toute transaction concernant cette propriété sera contestée. Fabien perdit ses couleurs. Ce n'est pas possible. Papa l'a déjà signé. Un document signé sous altération induite peut être contesté, répondit l'avocat. Et nous avons déjà demandé des mesures d'urgence pour empêcher tout mouvement sur la propriété. La pièce se tut. Gracila commença à pleurer pour de vrai. Ce n'était plus du jeu d'acteur, c'était de la rage, de la peur, de la défaite. D'accord, dit-elle, sa voix se brisant. C'est ce qu'il voulait. Oui, Fabien m'a cherché. Oui, elle m'a dit que son père avait de l'argent et une immense maison. Oui, je me suis mariée pour la maison. Heureuse. Carolina laissa échapper un cri. Mon père ferma les yeux. J'ai vu cette confession transpercer son corps. Ce n'était pas seulement Gracila, c'était Fabien. Son fils. L'avocat Zamora regarda Fabien. Il y a aussi des virements partagés, des paiements pour des prétendus services de conseil et des prélèvements autorisés des comptes de Monsieur Esteban vers des comptes liés à vous pour un total d'environ 900 000 pesos mexicains. Cela fera partie de la plainte. Mon père ouvrit les yeux. Pendant des mois, sa voix avait été étouffée, brisée par la confusion. Mais cet après-midi-là, il parla avec une fermeté qui fit taire tout le monde. Fabien, Gracila, sortez de ma maison maintenant. Personne ne bougea. Mon père le répéta, maintenant. Gracila prit son sac. En passant devant moi, elle murmura, c'est de ta faute. Tu as tout gâché. Je la regardai sans baisser les yeux. Non, Gracila, c'est toi. Elle s'enfuit presque en courant. Fabien resta quelques secondes de plus. Ça ne va pas se terminer comme ça, dit-il. Je vais me battre. L'avocat Zamora répondit sans élever la voix, si vous tentez de déplacer de l'argent, de vendre la maison ou d'approcher Monsieur Esteban sans autorisation, nous nous retrouverons devant le procureur. Fabien me regarda avec une rage que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Puis il prit sa veste et partit. Carolina le suivit. Par la fenêtre, je les vis se disputer dans l'entrée. Elle lui criait dessus. Il leva les mains comme s'il pouvait encore s'expliquer. Mais Carolina avait déjà lu suffisamment. Laetitia resta. Elle pleurait. Elle s'approcha d'abord de mon père, puis de moi. Désolée, dit-elle. Désolée, papa. Désolée, Lucia. J'ai cru Fabien. Je pensais que tu profitais de moi. Je ne savais pas quoi dire. Pendant des années, j'ai attendu qu'un de mes frères comprenne. Mais quand ce moment est arrivé, j'étais trop fatiguée. Mon père prit la main de Laetitia. David et Susanna s'approchèrent de lui. Bruno partit sans dire au revoir. Mon oncle Efrain me serra dans ses bras. Tu l'as protégé, me dit-il. Je regardai mon père. Pour la première fois depuis des semaines, ses yeux étaient présents. Blessé, oui, mais présent. Merci, me dit-il. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je le serrai fort dans mes bras.
Puis je pleurai pour ma mère, pour mon père, pour la maison, pour les années où ils m'avaient traité de chercheuse d'or, pour la colère que j'avais ravalée en silence. Je pleurais parce que la vérité était enfin révélée. Les 3 mois suivants ne furent pas faciles. La première chose fut d'arrêter les médicaments que Gracila donnait à mon père, toujours sous surveillance médicale. En 2 semaines, la différence fut énorme. Il recommença à lire le journal, à se souvenir des dates, à me poser des questions sur mes créations et ma vie. J'ai l'impression de me réveiller d'un très long sommeil, me dit-il un après-midi. Le rapport toxicologique confirma la présence de sédatifs que son médecin n'avait jamais prescrits. Avec les vidéos, les médicaments sécurisés et les transferts d'argent, cela permit la mise en place de mesures de protection et le dépôt de plainte. Gracila fut dénoncée pour maltraitance envers personnes âgées et implication dans des malversations financières. Le processus ne fut ni rapide ni propre. Au final, elle accepta sa responsabilité dans un accord légal, renonça à toute revendication sur la maison et fut soumise à des restrictions strictes lui interdisant d'approcher mon père. Le mariage fut légalement dissous. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle était partie à Mérida. Je n'ai pas posé d'autres questions. La chute de Fabian fut différente, plus lente, mais plus profonde. Il fut poursuivi pour faute financière, manipulation de documents et mauvaise gestion de fonds. Les 900 000 pesos étaient documentés. Il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. La firme où il travaillait le licencia. Pendant le processus, il accepta des conditions strictes, une supervision et l'obligation de rembourser l'argent. Il n'y eut pas de grande scène, juste la fin. Il y eut des audiences, des avocats, des formalités administratives et une réputation brisée. Carolina demanda le divorce presque immédiatement. Elle ne savait rien. Quand elle réalisa que son mari avait utilisé son propre père et l'avait trompé avec la femme qu'il avait épousée, elle refusa de le revoir. Pendant un temps, Fabian m'appelait 1 fois par mois. Je ne répondais pas. Il laissait des messages me blâmant d'avoir gâché sa vie. Je les effaçais. Il n'avait pas perdu sa vie à cause de moi, il l'avait perdue à cause de ce qu'il avait fait. Laetitia m'a le plus surprise. 1 semaine après la fête, elle est revenue de Querétaro avec Andrés. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Nous nous sommes assises dans la même pièce où tout avait explosé. Je me suis trompée sur toi, m'a-t-elle dit. Pendant des années, j'ai cru que tu vivais aux dépens de ton père. Fabian n'arrêtait pas de le répéter, et j'ai préféré le croire parce que c'était plus facile que d'accepter que je ne faisais pas ma part. Elle baissa le regard. Tu as quitté ton travail, ta ville, tes projets. Tu t'es occupé de maman, tu t'es occupé de papa, et je t'ai critiqué de loin. Je n'ai jamais vécu de l'argent de mon père, dis-je. Je sais cela maintenant. Je n'avais pas besoin qu'ils m'applaudissent. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de me traiter comme un fardeau. Laetitia commença à pleurer. Je suis désolée. Mon père, assis à côté de nous, lui prit la main. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant, dit-il. Ce n'était pas magique. Des excuses n'effacent pas la distance, mais c'était un début. Après cela, Laetitia et Andrés ont commencé à venir fréquemment. Ils partaient de Querétaro tôt et revenaient avant la nuit. Laetitia aidait avec les rendez-vous, vérifiait les médicaments avec moi et venait quand j'avais besoin de me reposer. Mon oncle Efrain continuait de venir de Puebla. Il s'asseyait avec mon père sur la terrasse avec du café et du pain sucré, parlant de mes grands-parents et des rues qui ont changé. Un après-midi, pendant que mon père faisait la sieste, mon oncle me dit « Je suis fier de toi ». Je suis restée silencieuse. Tu as sauvé la vie de ton père, Lucia. Tu t'es battue pour lui quand les autres ne voulaient que ce qui leur appartenait. J'avais peur tout le temps. Personne ne fait quelque chose comme ça sans peur. Mais tu n'es pas partie. J'ai aussi compris que je ne pouvais pas continuer à tout faire seule. J'ai embauché Rosa, une aide-soignante à temps partiel. Elle venait 3 matins par semaine. Elle aidait mon père avec l'exercice, la nourriture et les rendez-vous. Elle n'est pas venue pour me remplacer, elle est venue pour que je puisse respirer. Grâce à cela, j'ai repris ma carrière. J'ai obtenu un emploi à distance en tant que graphiste pour une entreprise technologique.
La première fois que j'ai ouvert un fichier de conception pour travailler dessus, j'ai pleuré. J'avais passé 5 ans à m'occuper des autres. Enfin, je pouvais à nouveau construire quelque chose pour moi. 6 mois après cette fête, alors que la maison commençait à retrouver son calme, Laetitia suggéra quelque chose pendant un repas. Nous devrions emmener papa à Zihuatanejo. Mon père leva les yeux. Zihuatanejo? Laetitia sourit. Tu as toujours dit que c'est là que tu avais demandé à maman de t'épouser. Sur la plage, tu te souviens? Mon père resta immobile. Puis ses yeux s'illuminèrent. Bien sûr que je me souviens. Tous les trois, nous avons organisé le voyage. Nous avons pris un court vol pour Ixtapa et Zihuatanejo et nous nous sommes déplacés calmement, en veillant à ce qu'ils ne se fatiguent pas. Nous avons marché lentement le long de la plage, mangé du poisson grillé et regardé les couchers de soleil sans hâte. Un après-midi, mon père nous a emmenés à l'endroit où, selon lui, il avait demandé ma mère en mariage 45 ans plus tôt. La plage avait changé, il y avait plus d'hôtels, plus de monde, plus de bruit, mais il regardait le sable comme s'il pouvait les voir tous les deux, jeunes et nerveux. J'avais la bague cachée dans ma poche, nous a-t-il dit. J'étais tellement nerveux que j'ai failli la laisser tomber. Laetitia rit. Et qu'a dit maman? D'abord, il m'a dit de me lever parce que j'allais me salir le pantalon. Puis il a dit oui. Tous les trois, nous avons ri. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait sur la mer, mon père parla de ma mère avec une paix que je n'avais pas entendue de lui depuis sa mort. Elle serait fière de toi, dit-il. Puis il me regarda. Surtout de toi, Lucia. Je pleurais, mais pas comme avant. Pas avec colère, pas avec peur. Je pleurais de soulagement. Quand nous sommes rentrés à Mexico, la maison de San Angel nous a accueillis avec son silence habituel. La même porte, le même jardin, les mêmes parquets en bois, la même terrasse où ma mère buvait son café. Pendant un moment, j'ai failli la perdre, non seulement en tant que propriété, mais aussi en tant que lieu qui conservait encore notre mémoire. Maintenant, mon père et moi nous asseyons sur la terrasse presque tous les après-midi. Parfois, Laetitia appelle en vidéo. Parfois, l'oncle Ephraim arrive avec du pain sans prévenir. Parfois, rien ne se passe. Et après tout ce que nous avons traversé, cela aussi ressemble à une pause. Mon père est en sécurité. Ma sœur est revenue petit à petit et par ses actions. Mon frère fait face aux conséquences de ses actes. Gracila ne peut plus s'approcher et moi, après si longtemps à vivre pour soutenir les autres, j'ai retrouvé une vie qui est aussi la mienne. Il y a 5 ans, j'ai abandonné ma carrière pour m'occuper de mon père. J'ai failli le perdre à cause de personnes qui le voyaient comme une opportunité, pas comme un être humain. Ils m'ont traité d'opportuniste, ils ont voulu me chasser de la maison et me faire passer pour un fardeau, mais je ne suis pas partie. J'ai observé, j'ai rassemblé des preuves, j'ai demandé de l'aide. J'ai protégé mon père quand il ne pouvait pas se protéger lui-même. Maintenant, quand quelqu'un me demande pourquoi je suis toujours dans la maison de San Angel, je ne cherche pas d'excuses. Je regarde mon père sur la terrasse avec son café dans les mains. Et je sais que j'ai fait ce qu'il fallait.